Pourquoi nous détestent-ils tant? C'est la question que de nombreux Américains ont posée après les dramatiques attentats du 11 septembre 2001 et les réactions de joie mauvaises qui ont été enregistrées dans de nombreux pays du monde. Ce carnage inédit en moins, plus de 20 ans après, c'est ce que se demandent aussi certains observateurs en France quand ils se rendent compte de l'hostilité que leur pays inspire de plus en plus sur le continent africain. La réponse facile peut être parce qu'ils sont manipulés par les Russes. Sans nier la guerre informationnelle qui bat son plein, le fait est que les rancœurs accumulées sur une partie du continent contre l'ancien colonisateur sont anciennes et souvent justifiées par l'arrogance de celles et ceux qui incarnent sa diplomatie. C'est sur ce petit monde que mon confrère Mickaël Poron a enquêté et de ses investigations, il ressort ce livre dense et passionnant, Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, paru chez Lux Éditions au Canada. Merci Mickaël d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Petite question un peu anecdotique, pourquoi avoir choisi d'éditer ton ouvrage au Canada et pas en France? Alors, pardon, mais en fait, il n'est pas édité au Canada, il est édité en fait en France. Mais la maison est en fait d'origine du Canada et elle a une antenne en fait à Toulouse. Donc en fait le bouquin est bien édité en France. Il y a deux éditions, il y a une édition française et une édition québécoise. Donc en fait c'est surtout parce que d'abord c'est une collection, c'est le dossier noir. Donc les dossiers noirs c'est l'ONG Survie qui anime cette collection. Et depuis, et je suis le premier en fait de la série chez Lux Éditeur, puisque Survie a changé de maison d'édition. Ils étaient chez Agone avant, maintenant ils sont chez Lux. Ok, ton livre aborde le dur de la diplomatie, mais il laboure également un sujet qui est quasiment tabou, mais suscite beaucoup de rancœur, la politique des visas, la politique de visa de la France, qui se caractérise par un système de quasi-spoliation des demandeurs, un système de plus en plus privatisé en plus, et par de la corruption pure et simple aussi. Commençons par le système des visas. Tu as enquêté sur les entreprises privées qui monétisent main dans la main avec notre administration le désir de France de plusieurs dizaines de milliers de demandeurs africains. Comment ce système s'est imposé? Comment ça se passe et quelle est la différence avec l'ancien système quand tout était géré directement par les consulats? Alors, comment ça se passe aujourd'hui? C'est clair qu'avec la privatisation des demandes, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y a des sociétés privées qui gèrent tout ce qui est le traitement du dossier, on va dire, le traitement administratif. Les consulats se sont affranchis de quelque chose, c'est-à-dire les grandes queues qu'il y avait devant les consulats, etc. Et finalement, ils ont pris de la distance, ils se sont éloignés finalement des demandeurs. Je pense que ça, réellement, c'était une volonté d'être de moins en moins en contact finalement avec le demandeur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi beaucoup de plaintes en fait des demandeurs qui ne comprenaient pas souvent pourquoi ils n'avaient pas leur visa. Ensuite, il y avait une question financière, c'est-à-dire qu'en fait, en privatisant toute la partie administrative, ils ont pu réduire les effectifs dans les consulats et donc augmenter les bénéfices finalement quelque part. Alors par contre, la France a fait un choix qu'elle n'a pas fait par exemple l'Angleterre, c'est-à-dire que ces sociétés font payer le coût du traitement du dossier, c'est-à-dire que aux demandeurs, et donc on a assisté à peu près à une inflation de 50 à 60% du prix en fait de la demande, alors que l'Angleterre par exemple a fait un appel d'offres, on va dire, national, et c'est le ministère de l'Intérieur, enfin l'équivalent du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, qui rémunère en fait la société pour qu'elle traite les dossiers. La France, c'est pas le choix qu'elle a fait. Déjà, elle fait des appels d'offres par pays, donc ce qui veut dire qu'on a plusieurs sociétés suivant les pays, avec du coup des fonctionnements un peu différents, parfois des blocages qui n'existent pas ailleurs. Trois principales. Des blocages qui existent dans un pays et pas dans un autre pays. Et pas dans un autre pays, donc on ne comprend pas pourquoi, alors que les démarches sont les mêmes et le fonctionnement devrait être le même. Trois sociétés principales, une indienne mais installée à Dubaï qui s'appelle VFS Global, une autre qui est française qui s'appelle TLS Contact, et une autre sur laquelle je n'ai pas enquêté qui s'appelle Capago qui est française aussi. Et donc, pour les demandeurs concrètement, moi c'est ce qui m'a intéressé, c'est quel impact finalement chez les Africains qui veulent venir en France. La première chose, elle est symbolique, mais elle est importante, c'est-à-dire que les demandeurs disent toujours on n'a plus aucun contact avec le consulat, donc en fait on ne sait plus vers qui se tourner quand on nous refuse le visa. Puisque la société qui traite le dossier n'a pas la compétence d'accepter ou de refuser le visa,
quand le demandeur se retourne vers cette société, elle dit c'est pas nous, c'est le consulat. Donc déjà, ils ont coupé tout contact avec le demandeur. Je pense que c'était réellement une volonté. Et le deuxième effet, bien sûr, est financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un demandeur, en moyenne, doit payer pour un service de base au moins 30 € pour faire traiter ne serait-ce que son dossier. Dessus se rajoute ensuite le prix du visa, Schengen, qui est de 80 € aujourd'hui. Donc on voit que tout ça est un business en fait qui s'est mis en place. C'est ce que j'appelle dans mon livre le business des visas. En plus, il y a des surcoûts, il y a des prestations premium additionnelles, etc. Oui, alors effectivement, ce qui est assez intéressant et drôle, entre guillemets, c'est que toutes ces sociétés, et quand on regarde les appels d'offres, disent en fait le premium, le service premium qu'on paye en plus, ne change rien. Finalement, tout le monde a les mêmes chances qu'on aille vers un service normal ou un service premium. Dans les faits, on sait que c'est pas vrai, parce que déjà, dans le service premium, il y a plus d'attention sur le dossier, il y a un traitement au cas par cas. Donc déjà, c'est déjà un point important. Et souvent, il y a des conseils aussi. C'est-à-dire que les conseillers, les chargés de clientèle, entre guillemets, vont vous conseiller pour votre dossier, etc. etc. Donc en fait, en prenant le service premium, on a quand même plus de chances que le dossier passe. Et le surcoût C'est du simple au double. C'est-à-dire qu'en fait, le service premium, si vous prenez, on va dire, les options principales qui sont proposées, on va passer de 30 à 60 €. Donc en fait, c'est un vrai business. Alors, un vrai business pour cette boîte, parce que les 60 € vont dans la poche de cette boîte. Alors, des boîtes qui vivent de la politique publique, hein, mais qui finalement ne respectent pas le sacro-saint principe de l'égalité républicaine à la française, puisque voilà un service public, en tout cas un service public délégué, où selon ce que vous payez, vous êtes traité différemment, et ça pourrait parler aux Français de France, c'est-à-dire c'est peut-être le monde qui vient, une sorte de service public en fonction des moyens. Vu d'ici, ce serait très grave. Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse faite, c'est-à-dire que encore une fois, il y a cette politique d'affichage qui est tout le monde est traité de la même manière. Donc c'est vrai que quand vous prenez votre rendez-vous sur la plateforme de France Visa, vous ne choisissez pas tout de suite si vous prenez le premium ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, quand vous arrivez à l'entreprise, on vous propose le premium ou pas, les gens savent très bien que s'ils prennent premium, ils seront traités différemment. Donc oui, il y a une espèce d'inégalité en fonction des moyens. Ouais. Alors en plus, ces sociétés de prestataires qui vivent de la politique publique, je le disais, pratiquent paradoxalement et sans conséquence, hein, sans punition, ce qu'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale. Elles pillent leurs propres donneurs d'ordre, quelque part. En fait, alors, elles pillent d'abord les demandeurs, parce que finalement, et puis les pays dans lesquels elles sont implantées. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le demandeur, ces sociétés ont des filiales dans chaque pays, et donc ces filiales font des bénéfices. Ces bénéfices, finalement, partent dans des paradis fiscaux. Pour, comme tu disais, l'optimisation fiscale, en fait, c'est quasiment de l'évasion fiscale. Et derrière, on a un État, la France, qui cautionne, c'est-à-dire qui accepte que son prestataire pratique l'optimisation fiscale et que cet argent finisse dans les paradis fiscaux. Et puis pour les sociétés qui sont françaises parmi elles, quelque part, elles pillent aussi le trésor public français, en tout cas le fisc français. Oui, c'est-à-dire que quelque part, les sociétés comme TLS Contact, hein, qui sont en fait une filiale de Téléperformance, qui est un très grand groupe de centres téléphoniques qui est bien connu et bien implanté sur le continent et dont on connaît bien les pratiques sociales, et ils s'en cachent presque pas. L'ancien patron, Jacques Bérébi, dont je consacre quelques pages dans le livre, est installé en Belgique. Il le dit, il est installé en Belgique pour des considérations fiscales, et il aimerait quand même être encore plus favorisé fiscalement, et donc ils s'en défendent absolument pas. Et ça, la France, ce que j'explique, c'est que aussi bien le patron de VFS Global, qui est un patron indien, que Jacques Bérébi, ils ont été décorés par la France. Donc en fait, quelque part, il y a un cautionnement complètement de ce fonctionnement. Là, c'est plus du masochisme, ça ressemble déjà à de la complicité. Alors, et ces boîtes, elles ne respectent pas toujours les dispositions légales en termes de protection des données personnelles, des personnes qui... Alors, en tout cas, il y a un grand doute sur cette question, c'est-à-dire que malheureusement, c'est difficile de prouver que ces sociétés gardent les données personnelles des demandeurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai pillage. C'est-à-dire qu'en fait, quand un demandeur vient dans ces sociétés pour déposer son dossier, cette société a accès à des données extrêmement sensibles qui sont ses fiches de paye, ses comptes en banque, mais aussi bien sûr ses pièces d'identité. On prend les empreintes digitales, on prend l'iris. Donc en fait, on est sur un traitement biométrique, etc. Et d'ailleurs, cette société, par exemple VFS Global,
sur son site internet, se vante d'avoir déjà collecté des milliards en fait de données, de données personnelles, de données personnelles. Et donc en fait, on se retrouve avec ces sociétés qui disent en affichage, toutes ces données ne font que transiter chez nous. Et ensuite, on les donne finalement à la France, qui les stocke ensuite à France Visa, en fait, qui est à Nantes. Ça passe par le consulat et ensuite ça passe à Nantes. Sauf que quand on interroge tous les spécialistes un peu de cette question, ces questions de stockage, de données, etc., tous vous disent en fait qu'il n'y a rien de plus simple que de mettre une porte dérobée et finalement de garder ces données personnelles. Et quand on creuse encore la question un peu plus loin, on se rend compte que c'est ça la richesse en fait de ces sociétés. À terme, c'est d'avoir toutes ces données personnelles finalement. Parce que le jour où on voudra tracer un demandeur ou voilà, un migrant qui souhaite partir sur le continent, en fait, on aura toutes ces données personnelles, on pourra le tracer quasiment depuis cette société jusqu'à son lieu de résidence, où qu'il soit. Donc en fait, la vraie richesse de ces sociétés, ce sont les données personnelles. Donc je mets en doute la sincérité de ces sociétés quand elles disent qu'elles ne gardent pas les données personnelles. Malheureusement, je n'ai pas pu le prouver. Par contre, on sait qu'il y a d'autres pays, comme par exemple l'Afrique du Sud, qui ont commencé à mettre en place des systèmes de traçage des migrants grâce au système de VFS Global. Ça encore, c'est peut-être une préfiguration du monde qui vient, y compris pour nous, un monde où les données personnelles feront l'objet d'un commerce et pourront être utilisées pour nous réprimer via la caution de nos administrations. Ouais, alors, au final, c'est une affaire de gros sous d'un côté, avec des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros de recettes, mais tu nous expliqueras, et des frustrations de l'autre, avec un taux de rejet important. Parlons d'abord des gros sous. Qui gagne quoi dans cette affaire? Voilà, donc on a d'un côté les sociétés privées qui traitent les dossiers. Donc une société comme VFS Global est une société mondiale, donc ils font des milliards d'euros de bénéfices chaque année. Et puis de l'autre côté, on a le ministère des Affaires étrangères français, qui lui gagne de l'argent sur le prix du visa, qui est aujourd'hui fixé par Schengen. Donc c'est un visa qui coûte 80 €. Et donc la France aujourd'hui a des recettes estimées, on va dire sur l'ensemble des consulats dans le monde, d'environ 200-250 millions d'euros. Et c'est le seul poste dans ce ministère qui gagne de l'argent en fait. Il faut savoir que ce sont des recettes qui augmentent. Parce que grâce à ces nouveaux systèmes, ils arrivent à économiser notamment sur le traitement des dossiers et des visas. Et donc les recettes augmentent. Voilà. Donc c'est aussi un vrai bon business pour la France. Petite parenthèse, on peut donc dire que les demandeurs de visas africains subventionnent quelque part les ambassades de France. Mais complètement. Et je dirais même qu'en Afrique, c'est encore plus dramatique. C'est que quand on voit les taux de refus de visas en Afrique par rapport au taux de refus, on va dire, global, mondial. On en parlera, on en reparlera. Parlons déjà des bénéfices pour les sociétés prestataires. Et les sociétés prestataires, leurs bénéfices, donc ce sont des bénéfices énormes, hein. Elles ont mis en place des systèmes de traitement qui sont quasiment tayloriens, c'est-à-dire c'est vraiment très calculé, donc en fait très efficaces. Elles sont par exemple sur le continent africain, elles ont finalement des salariés qui coûtent pas très cher. Et donc en fait le bénéfice est vraiment, vraiment énorme pour ces sociétés. VFS Global, j'ai pas le chiffre en tête exact, mais c'est plusieurs milliards. TLS, ils ont augmenté, je crois que c'est faramineux, je crois qu'ils sont passés, quand ils ont commencé, de quelques millions d'euros, ils ont tout de suite multiplié par 4, 5, 6 leurs bénéfices. Et tu nous dis aussi que ces sociétés privées-là, en fait, il y a certains diplomates français à la retraite, ou bien qui ne sont plus diplomates, qui travaillent pour elles. Oui, complètement. Effectivement, je raconte le cas d'un ancien consul qui a complètement en fait mis en place le système. Et il s'en cache pas d'ailleurs, il a accepté de me parler, donc vraiment c'est à visage découvert. Et donc il était consul en Côte d'Ivoire, et donc c'est lui qui a installé la première privatisation au sein du système des visas, qui était en fait la prise de rendez-vous. Donc en fait il a commencé à sous-traiter à des sociétés privées la prise de rendez-vous pour le consulat. Puis quand il est arrivé à la retraite, donc ça il l'explique très bien, il a commencé à être consultant pour les sociétés privées qui souhaitaient répondre aux appels d'offres de la France. Et il est même allé jusqu'à négocier au sein de Schengen toute la législation qui encadre aujourd'hui le recours à ces sociétés privées. Donc on voit là en fait un diplomate français qui habite à Nantes, qui donc a 2 pas de France Visa, qui a ses entrées au ministère des Affaires étrangères et qui vend ses services à des sociétés privées qui traitent les dossiers de visa. Voilà. Une fois de plus, le pantouflage, il est encore plus agressif et plus audacieux quand on sort des frontières nationales. Alors, effectivement, il y a un très gros taux de refus de visa, c'est-à-dire après avoir payé beaucoup d'argent par rapport aux revenus moyens en Afrique,
un nombre très important de demandeurs de visa se voient déboutés et non remboursés, ce qui crée bien entendu encore beaucoup de frustration. Quelle est la proportion des visas refusés en Afrique par rapport à d'autres pays? Oui, alors j'ai jamais pu obtenir les chiffres, il faut quand même le dire. J'ai demandé plusieurs fois au ministère des Affaires étrangères français et le ministère de l'Intérieur, puisque c'est en fait une double compétence, hein. Et je n'ai jamais obtenu les chiffres poste par poste, et ne serait-ce même sur la région Afrique. Donc j'ai été obligé de trouver les chiffres généraux qui sont, eux, disponibles, c'est-à-dire les chiffres mondiaux. Et effectivement, quand on fait des petits calculs, on se rend compte que la proportion de refus en Afrique est presque double par rapport à la proportion de refus sur l'ensemble des consulats du monde. Donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 30%, c'est-à-dire un tiers des demandes, c'est énorme, hein, qui sont refusées. Avec des particularités sur certains pays, par exemple en Algérie, on atteint parfois des taux de 50%, voire plus de 50%, au Sénégal aussi, ou en Afrique centrale. Mais c'est juste. Et par contre, quand on pose la question, on ne parle jamais de politique particulière du visa pour les Africains, mais on se rend compte à travers les chiffres qu'il y a forcément une politique très particulière appliquée aux Africains, puisque les chiffres sont faramineux. Par exemple, en Chine, sur le nombre de demandes, c'est moins de 10% les refus. Donc quand on arrive sur des taux de 50% quasiment sur l'Algérie ou sur l'Afrique ou sur certains pays d'Afrique centrale, on se rend bien compte qu'il y a une politique. En plus, le refus, il est rentable, puisque si on vous refuse oui. une fois, vous demandez 2 fois, vous demandez 3 fois, c'est du business. Et ce n'est jamais remboursé. Donc en fait, c'est bien une colère qui monte, une frustration qui monte actuellement sur le continent. J'ai écrit pas mal de papiers dans Afrique 21 pour ça, suite à mon livre, parce qu'on sent, notamment chez les étudiants, beaucoup de frustration. Et donc il y a une colère qui monte, qui demande... On mettra les liens de ces papiers en description de cette vidéo. Ouais, et en fait, il y a des associations de consommateurs qui sont en train de regarder si, d'un point de vue législatif, en fonction des pays, s'ils ne peuvent pas se retourner contre finalement le ministère des Affaires étrangères français ou contre les consulats pour non-respect finalement dans le commerce, c'est-à-dire on paye, on n'a pas le service finalement quelque part derrière. Et donc beaucoup de frustration, c'est des centaines d'euros qui sont dépensés à chaque fois. J'ai le cas d'étudiants qui ont essayé 2, 3, 4 fois, donc on arrive à des sommes incroyables. En plus, dans cette affaire de 2 poids 2 mesures, ou en tout cas de sentiment de 2 poids 2 mesures, on voit ce qu'on appelle des hauts profils internationaux, c'est-à-dire des étudiants hyper calés qui sont courus dans le monde entier. Ben, en fait, quand il s'agit de l'Afrique, c'est autre chose. Tu parles notamment d'un étudiant qui a fait une très bonne école d'ingénieur en Côte d'Ivoire et qui a été admis dans une très très bonne école de commerce en France, très chère en plus, mais qui reçoit des visas, des refus successifs, malgré le fait qu'il a commencé sa scolarité. C'est ce que je raconte dans cet article qui fait écho au livre. Cet étudiant, en fait, c'est une success story scolaire et finalement une suite d'échecs administratifs, puisque il réussit il est pris dans une des 5 premières écoles de commerce de France. Il est déjà ingénieur diplômé d'une des meilleures écoles de Côte d'Ivoire. Il se débrouille pour trouver les moyens financiers finalement pour se payer cette école et pour venir en France étudier. Et il fait des demandes successives et les demandes sont refusées successivement. L'école même a essayé de débloquer la situation. Elle a même envoyé des lettres à la chancellerie française sans aucune réponse et sans aucun résultat. À tel point que cet étudiant, qui quand même était très motivé, a quand même payé l'école, a passé son diplôme à distance, c'est-à-dire qu'on lui a même refusé de venir faire sa soutenance en France, et il est diplômé de cette école est toujours bloqué en Côte d'Ivoire. Alors que de toute façon, il n'y a pas de risque migratoire, dans la mesure où le risque serait d'avoir un cadre sup clé en main qu'on n'a pas formé, ce que la France recherche par ailleurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, à titre de preuve, c'est qu'il reçoit lui-même des propositions d'embauche de sociétés françaises. Donc en fait, son profil intéresse aussi les sociétés françaises, mais vu la situation dans laquelle il est, ça ne va jamais au bout, puisqu'il ne peut pas venir occuper ses postes dans cette société française. Alors, au-delà du gros business légal des visas, il y a également des scandales étouffés de corruption dans les attributions de visas, et tu as minutieusement enquêté dessus. Je peux dire que c'est la première fois que je lis une enquête aussi complète sur la corruption dans ce secteur. On en parle depuis des décennies, et là, en fait, tu vas vraiment au fond des choses, et ce que tu nous racontes, c'est vraiment de la grosse corruption et un climat d'impunité qui entoure certains des mises en cause. Oui, c'est-à-dire en fait... je raconte une anecdote qui est assez symbolique, mais qui est importante en fait. Moi, je vais aux archives de Nantes pour le livre, pour enquêter dans les archives diplomatiques. Et la première personne que je rencontre aux archives de Nantes, qui me donne des cartons,
m'indique, après quelques discussions, qu'aujourd'hui il est en procès à cause d'une affaire de corruption de visa. Donc c'est dire quand même, entre guillemets, c'est pas anecdotique en fait. Il y avait déjà eu un rapport, ce que je dis dans mon livre, au début, enfin milieu des années 2000, il y avait eu un rapport d'un sénateur, le sénateur Goutheyron, qui expliquait qu'il n'avait pas fait un service de visa où il n'avait pas trouvé un problème de corruption. On a eu des affaires scandaleuses. Par exemple, en Centrafrique, on a eu une affaire de corruption de visa de diplomates et qui est passée quasi inaperçue. Alors si, il y a eu quand même un ambassadeur qui a été mis à la retraite un peu d'office, mais bon, quelque part, la sanction, il était quasiment à la retraite. Et puis, on a un autre qui était conseiller, lui, il continue aujourd'hui, il n'a jamais été sanctionné. Est-ce qu'il y a certaines histoires particulières que tu peux nous raconter, pas tout, puisque la suite est dans le livre, mais des histoires de corruption de ce type? Non, mais ce que je parlais, c'est en Centrafrique, c'est assez flagrant. En fait, c'est l'ambassadeur qui a suivi, cet ambassadeur qui a été, enfin, son prédécesseur qui était accusé d'avoir fait du trafic de visas. C'est lui qui a révélé l'affaire. Lui-même, d'ailleurs, après, est tombé pour une autre affaire, mais il a mis au jour quand même un vaste trafic en pleine guerre civile en Centrafrique. Et là, on sait que des agents se sont fait rémunérer pour faciliter finalement l'accès au visa. On sait que certains agents qui étaient en couple, on va dire, avec des personnes de Centrafrique, ont facilité l'accès au visa aux familles. Voilà. Donc en fait, on est dans un conflit d'intérêts total. Et d'ailleurs, il y a des rapports que je me suis procurés avec des lettres et des auditions qui parlent réellement de conflit d'intérêts. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Donc on voit que c'était... et donc, encore une fois, ces gens-là n'ont pas été punis, en fait. Et dans les sociétés prestataires également, il y a des choses pas nettes qui se passent. Alors les sociétés prestataires, on a eu pas mal d'affaires, notamment, je parle souvent d'Algérie, c'était une grosse affaire, c'était l'entreprise française TLS Contact, où effectivement il y a eu beaucoup de corruption autour de la prise de rendez-vous et des visas. Et récemment, donc là c'est pas dans le livre, mais récemment il y a une affaire qui forcément détonne, qui est à Dakar, où on est en train de mettre à jour tout un vaste réseau de trafic de rendez-vous pour les demandeurs. Alors, tu as aussi enquêté sur un sujet peu défriché, les mauvais traitements dont peuvent être victimes les personnels locaux des services diplomatiques français. Tu racontes notamment une histoire dans laquelle le nom de Laurent Souquier, ancien consul général à Abidjan, est cité. Oui, en fait, je raconte surtout son rapport très particulier en fait, à ses employés, à travers des témoignages directs et indirects. J'ai pu lire des témoignages, par exemple, de son chauffeur, qui raconte comment se comporte Laurent Souquier avec lui. Où il lui apprend presque à conduire. Il faut savoir quand même que ces employés, ce sont des gens qui sont formés, qui sont disponibles pratiquement 24 heures sur 24, qui ont une formation pour sauver la vie d'un ambassadeur si jamais il est attaqué. Donc on est sur des profils quand même plutôt précis et plutôt pointus. Et lui se permet de faire des commentaires sur la conduite de son chauffeur. Il se prend un peu pour un chef. Il lui dit, par exemple, je suis sûr que tu conduis tellement de manière brusque, je suis sûr que si je mets un verre d'eau sur le tableau de bord de la voiture, je suis sûr que tu le renverses. Enfin, on est dans un truc complètement fou. Et puis il y a l'histoire d'un de ses anciens cuisiniers aussi, qui raconte comment il s'est senti finalement humilié par l'attitude de ce consul et de sa femme, où il raconte tout simplement qu'on lui a demandé à un moment donné d'être le boy, c'est-à-dire, comme c'est lui qui le dit, d'être un boy, c'est-à-dire de faire tout ce qui le ménage, débarrasser, etc. Alors que c'est en fait un cuisinier diplômé qui a été débauché d'un restaurant réputé d'Abidjan. L'habitus colonial, les vigiles locaux chargés de la protection des ambassades de France ne sont pas forcément mieux traités. Ça aussi, tu en parles. Oui, bien sûr. J'ai fait un travail assez fouillé sur, notamment à Abidjan, une société de sécurité privée qui gère tout ce qui est les sas d'entrée, les entrées de l'ambassade et de la résidence, et la sécurité de l'ambassade et de la résidence de France, pardon. Et il s'avère, en fait, j'ai rencontré des salariés qui m'ont raconté, sous couvert d'anonymat, combien ils étaient payés. On se rend compte qu'ils sont payés une misère, qu'ils travaillent énormément, au-delà des horaires légaux. Donc en fait, la France respecte même pas la réglementation légale. Qui est plus large qu'ici, pourtant. Et pourtant plus large, c'est-à-dire sur les salaires, par exemple, moyens, évidemment, le SMIC est beaucoup plus bas, le temps de travail est plus long, mais même avec ça,
ces salariés se retrouvent encore exploités plus par ces sociétés privées, encore une fois, qui sont contractées donc par la France. Et quand on remonte la piste de ces sociétés privées, on se rend compte qu'au final, derrière, c'est un groupe français qui sous-traite à une filiale, qui a une filiale en fait en Côte d'Ivoire et qui contracte avec l'ambassade de France. Alors, on parle beaucoup de la guerre informationnelle en fait qui a lieu entre Paris et Moscou. À cet égard, on parle beaucoup des méthodes douteuses de Moscou, mais un peu moins de celles de notre République, des méthodes d'influence et de travail des opinions qui peuvent s'avérer contestables. C'est ce que tu racontes notamment sur le Togo, je crois. Oui, alors j'ai sorti cette histoire particulière sur le Togo parce qu'elle était révélatrice, je trouve, du système dans lequel on vit actuellement. Pendant très longtemps, les diplomates français se sont abstenus, on va dire, de répondre aux attaques éventuelles de la presse locale. Ils avaient un devoir de réserve, etc. Ça ne les empêchait pas d'essayer, à travers des conférences de presse, à travers la réception de journalistes locaux, d'essayer de manipuler, entre guillemets, la presse locale, c'est-à-dire de faire passer leur message à travers la presse locale. Mais quand ils étaient attaqués, à tort ou à raison, en général, ils ne réagissaient pas. Ils se contenaient. Ils se contenaient, exactement. Mieux valait rester discret. Aujourd'hui, ils sont totalement décomplexés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé aujourd'hui, avec les attaques qui se font de plus en plus fortes contre la politique française en Afrique, ils ont décidé de répondre. Et donc au Togo, l'ancien ambassadeur du Togo a décidé d'attaquer un journal qui s'en prenait à Franck Paris, le monsieur Afrique d'Emmanuel Macron, qui s'en prenait également à lui-même, l'ambassadeur. Et il a décidé d'aller voir la haute autorité de régulation des médias au Togo. On sait Togo qui est une dictature, voilà, hein, même en Afrique, je veux dire... Il savait très bien vers qui il se tournait. C'est-à-dire qu'il savait que c'était l'État et que cet État était en fait une autocratie au minimum. Donc en fait, en allant là-bas, il savait très bien que les médias qui l'attaquaient allaient se faire sanctionner. Et effectivement, il y est allé. Il a déposé un dossier, il a fait une plainte, et les 2 journaux ont été suspendus plusieurs mois par cette haute autorité, sans surprise bien sûr, ce qui a presque coulé ces journaux en fait, parce que ce sont des journaux avec une économie fragile. Et lui-même, cet ambassadeur, parle de presse d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de mesure dans ses propos, il ne parle même pas de diversité de la presse, non, il parle de presse d'opposition, donc on voit de quel camp il se range quand il attaque ces journaux. Ouais, il se range du côté du pouvoir. D'un pouvoir qui est particulièrement autoritaire, y compris quand on le compare à d'autres pouvoirs africains, sachant que, a priori, nous sommes dans une région en transition démocratique, mais c'est un pouvoir particulier où une famille est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Alors, de nombreux fantasmes prospèrent sur les diplomates français en Afrique, qui seraient également des espions. C'est une perception caricaturale, mais qui est alimentée par un fonctionnement assez particulier des ambassades, où on trouve toujours des personnes au statut gris, on va dire. Oui, alors, ce que je raconte, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a évidemment de l'espionnage français en Afrique. Ça a toujours existé, ça existe toujours. Et d'ailleurs, d'autant plus aujourd'hui avec la présence militaire française, la guerre au Sahel, etc. Et puis, de l'autre côté, je raconte un peu le fantasme de certains diplomates. Et donc, du coup, je raconte l'histoire. C'est-à-dire que je suis revenu un peu dans l'histoire. J'ai discuté avec des anciens des services qui m'ont raconté en fait un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont, dans les années 90, ils ont créé un poste au sein de la direction générale du renseignement extérieur, qui est un poste en fait dévolu à un diplomate. Le but était de faciliter les communications entre le ministère des Affaires étrangères et les espions français. Donc c'est un poste qui n'est pas un poste d'espion, c'est un poste vraiment diplomatique, un poste, comme il me disait, comptable. Donc c'est vraiment pas un poste d'espion. Mais chaque diplomate qui est passé par ce poste a toujours fait valoir le fait qu'il était passé par ce poste et a un peu entretenu le fantasme autour du fait que peut-être c'était des espions et qu'ils avaient des connexions avec James Bond, un peu James Bond, et qu'ils avaient des connexions avec la direction du renseignement extérieur. En fait, chez les espions, on ne les considère absolument pas comme des gens de la maison. Donc en fait, il y a vraiment un grand fantasme autour de ça, mais c'est un booster de carrière aussi, puisque ce que je raconte, c'est que la plupart qui sont passés par ce service sont devenus Monsieur Afrique au ministère des Affaires étrangères. C'est le cas notamment du dernier, de Monsieur Bigot, qui est aujourd'hui Monsieur Afrique au ministère des Affaires étrangères. Quel Monsieur Bigot? Mais non, il y en a un qui n'est plus au ministère des Affaires étrangères, j'ai oublié, c'est Laurent ou... Ouais, c'est Laurent. C'est Laurent, oui. Alors, un autre point pose problème. Nombreux sont les diplomates français et même les ambassadeurs qui se recyclent à vitesse grand V dans le privé une fois leur mission terminée et qui bossent souvent main dans la main avec les dirigeants des pays où ils étaient en fonction. Et finalement, on se demande pendant qu'ils étaient ambassadeurs où est-ce que leur allégeance allait à leur petit business
ultérieure ou alors à l'intérêt général? Oui, je trouve que vraiment la frontière est ténue. Je n'ai pas une réponse affirmative, mais on peut se poser la question quand une carrière de diplomate dans le privé démarre quasiment au lendemain de sa retraite, on peut se demander, et qu'il a déjà des clients, qu'il a déjà, il a un carnet d'adresses, c'est clair. Mais on peut se demander effectivement à partir de quand il a commencé à travailler pour ses propres affaires. Moi, ce que je pense, c'est que quand même, ils y pensent relativement tôt. Quelqu'un comme Jean-Marc Simon qui a monté, Jean-Marc Simon qui est l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui a en quelque sorte installé le président qui est là depuis bientôt oui, 15 ans. En tout cas, qui était aux avant-postes dans la guerre. Aux avant-postes dans la guerre, exactement, contre Laurent Gbagbo. A monté une société qui s'appelle Eurostratégie. Et clairement, c'est d'ailleurs... dans le milieu un peu des diplomates, on dit souvent que c'est vraiment une belle réussite. Donc en fait, on se demande finalement, M. Simon, à partir de quand il a commencé à travailler pour son compte, puisque derrière, les affaires sont florissantes. Georges Serre, qui est aussi un ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire. Et au Cameroun aussi, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cameroun, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est M. Afrique de CMA-CGM, qui est un des plus grands groupes maritimes français. Et on sait que l'accès aux ports africains, c'est quand même stratégique pour ces sociétés-là. Donc vraiment, on se pose la question. Et ce que je raconte également, c'est qu'à l'intérieur même et dans le fonctionnement aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères, on facilite les échanges avec le privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de diplomates peuvent obtenir une année de disponibilité pour aller faire une expérience dans le privé. Il y a des rencontres entre le privé et les diplomates qui sont organisées chaque année au sein du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, on voit très bien que la frontière entre le business privé et la diplomatie est complètement tombée. Ça nous rappelle la phrase d'Anatole France, on croit se battre pour la nation, on se bat pour des industriels. Peut-être que nos impôts financent également ce mélange de genres assez particulier. Dernière question volontairement ouverte, est-ce que tu penses que la France a déjà perdu la bataille des opinions en Afrique? On a parlé récemment, quand il y avait un certain nombre d'installations diplomatiques qui étaient mises à feu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que... Alors moi, je préfère être prudent là-dessus. Déjà, je pense qu'on peut parler de continuité, c'est-à-dire que d'ailleurs, je conseille un très bon livre qui s'appelle L'Empire de velours, qui vient de sortir, de David Todd, qui explique très bien que finalement, avant même la France-Afrique, il y avait déjà quelque part la constitution d'un empire, même quand il était informel, français. Et je crois qu'en fait, après, il y a eu la période coloniale, et puis on a eu la France-Afrique, et puis on dit tout le temps c'est la fin de la France-Afrique, et en fait, on sent que c'est plutôt une continuité. On parle de néocolonialisme, moi je pense qu'en fait, il y a eu une continuité qui ne s'est jamais... voilà, mais par contre, ça s'est réinventé, c'est-à-dire que la France-Afrique se réinvente. Et l'Empire qui ne voulait pas mourir, ce formidable livre chez Plon, raconte bien ça, c'est-à-dire comment finalement la France se réinvente, la France-Afrique se réinvente à travers le business, à travers sa diplomatie, à travers... Donc, je ne sais pas si la bataille d'opinion peut-être, c'est-à-dire qu'elle est très attaquée parce qu'elle est trop visible, mais peut-être qu'elle apprendra à être moins visible et finalement à continuer tranquillement à être influente en fait sur ses anciennes colonies. Et peut-être que la sorte de guerre froide qui ne dit pas son nom entre l'Occident et la Russie, la Chine, peut être une opportunité de légitimation, comme la guerre froide du XXe siècle. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, l'Amérique, d'autres puissances européennes ont besoin d'une certaine forme de France-Afrique pour barrer la route à des adversaires. Ah, peut-être que dans l'équilibre des forces, effectivement, la France restera un allié puissant sur ses anciennes colonies. En tout cas, sur la zone de ses anciennes colonies. Ouais. Un allié puissant pour des puissances encore plus puissantes. Encore plus puissantes. Merci Mickaël, merci à vous de regarder le média. Je rappelle que c'est un média qui ne compte que sur ses sociétaires et sur ses abonnés pour survivre. Si vous aimez notre travail, il est donc impératif de nous soutenir. Bien entendu, si vous en avez les moyens, allez soutenir avec z.lemediatv.fr et faites le pas. Restez connectés aux médias et regardez aussi Afrique 21, le journal en ligne dont Mickaël Poron est un des initiateurs. Le 19 septembre dernier, le média a démarré son antenne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec pour objectif de débarquer très rapidement sur les box Internet et sur la TNT, bref, sur les télévisions de dizaines de millions de Français. Depuis un peu plus d'un mois, nous prenons l'antenne 4 fois par jour. C'est un véritable exploit pour notre petite équipe qui dispose de moyens extrêmement limités. Nous sommes donc très fiers de battre le pavé de l'information
tous les jours en direct de 13h à 20h. Mais malheureusement, cette montée en puissance est mise aujourd'hui en danger. Le contexte difficile nous rattrape, comme il rattrape une grande majorité de Françaises et Français. Nous n'allons pas pouvoir continuer notre antenne 24/7 le mois prochain. Pour pouvoir supporter les énormes dépenses que celle-ci engendre, nous avions besoin de réunir 12 500 abonnés payants avant la fin octobre. Nous n'avons pas pour le moment atteint ce seuil. Malgré des retours enthousiastes, malgré 800 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, malgré des audiences qui atteignent des records sur nos différents canaux, nous n'avons plus les moyens de faire face. La faute à cette situation économique qui nous oblige toutes et tous à faire des sacrifices et qui vous empêche peut-être de vous engager sur le long terme en souscrivant un abonnement aux médias. La solution la plus aisée serait sans doute de vendre notre âme et notre média à quelques riches évadés fiscaux, comme le font tant d'autres. Les impôts, ça passe mal, toujours mal. Faut sortir le portefeuille. Nous préférons disparaître plutôt que de nous y résoudre. Notre liberté ne se négociera jamais sur un coin de chéquier. Alors, nous demandons à celles et ceux qui le peuvent, à celles et ceux qui en ont encore les moyens, de donner pour que le média non seulement continue d'exister, mais débarque à la télé, sans jamais oublier d'où il vient et ce qu'il est. D'ici le 31 décembre, il nous faut réunir 200 000 € de dons qui peuvent être défiscalisés. Cela peut paraître énorme, mais c'est juste le minimum pour pouvoir affronter les CNews et BFM, ces chaînes sous perfusion constante des milliardaires. Imaginez un peu qu'on prenne un canal de la TNT comme on hisse un drapeau en manif et qu'on raconte le monde à notre façon, avec nos mots et nos combats à nous. Imaginez une chaîne de télé qui soit du côté des gens et non des puissances de l'argent. Une télé qui parle de la vraie vie plutôt que de chanter les louanges de la Macronie, qui lève le poing plutôt que d'abattre la matraque. Imaginez une chaîne qui soit enfin du bon côté de la barricade, qui ne puisse être achetée par personne, si ce n'est par ces milliers de sociétaires, des personnes comme vous, comme moi et même comme lui. Donnez aux médias, aidez-nous à garder la tête haute et le micro levé. J'espère que ça va faire céder l'espèce d'abruti qui comprend rien là-bas et qui veut nous faire passer à la société américaine de seul coup de seul. On n'est pas d'accord avec ça.